Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Est-ce qu'il y a du monde qui ne mange pas? Ah, je reçois des petites informations. Salut Sébastien, salut Arnaud, Tony, très cool. Il y a du monde, je vois que ça arrive, ça se connecte. C'est très chouette. Bon, bah parfait. Je vois que ça se remplit la liste, c'est chouette. Bienvenue à tous. On va attaquer du coup le webinaire. Du coup, vous êtes là pour voir un webinaire sur le cloud français, évaluer, comparer, migrer. Je suis accompagné de Jackie Wong qui va venir un peu après nous rejoindre et monter sur scène, qui se présentera, qui est Cloud Solution Architect chez Scaleway. Du coup, au sommaire, une rapide introduction. On va parler de gouvernance et de data, pourquoi c'est important aujourd'hui. On va faire un petit landscape des services et des éléments de sécurité, des fonctionnalités des grands services. On va parler de comparatif des coûts. Donc là, on va prendre une facture AWS, une facture réelle en production, avec des vrais utilisateurs qui sont à utiliser quelque chose. Donc c'est une facture du commun des mortels, on va dire. Et on va la comparer avec la même estimation côté Scaleway, en compagnie de Jackie Wong. Et à la fin, on a une conclusion avec un petit cadeau bonus que vous verrez à la fin. Du coup, comme introduction, je vais d'abord me présenter. Moi, je suis Tanguy Charon, je suis le fondateur de la société DoNow, qui a maintenant 5 ans. J'ai créé cette société pour accélérer la vitesse de production des projets informatiques. Moi, c'est ça qui me passionne dans le domaine technique. Donc, j'aime bien dire qu'on est des magiciens du cloud. Donc, on a plusieurs experts, on a plus d'une dizaine de personnes en CDI chez nous. On est magiciens du cloud, on travaille sur les grands cloud providers, évidemment. On est architecte DevOps, MLOps, donc pour accompagner toutes les équipes à fabriquer des architectures scalables, des architectures performantes. Et au passage, on adore aller titiller les factures pour aller trouver des coûts, à les récupérer et réduire la facturation et la dépense de nos clients. Donc une grande partie FinOps. Donc comment on accélère nos clients là-dessus? On accélère à travers la migration Kubernetes. On a un outil en interne qui permet de migrer plus rapidement vers Kubernetes, une sorte de Kubernetes Factory. On fait des audits de Presta DevOps, on fait de l'infogérance cloud. Donc ça, c'est nos DevOps en interne qui vont accompagner régulièrement, mensuellement, pour faire des mises à jour, du cleaning et accompagner les équipes techniques. Également, des talents, on peut déléguer des talents, donc des experts techniques dans le développement, dans le Scrum Mastering, pour accélérer les équipes de développement et aller plus loin. Donc ça, c'est récupération des talents au fur et à mesure du temps, des paiements classiques au mois. Et on a de la formation autour de surtout ces architectures-là, donc du cloud, de l'architecture, des outils open source comme du Cube, du Terraform, etc., qui est les domaines qu'on maîtrise les mieux. Donc du coup, c'est parti pour le cloud français, évaluer, comparer et migrer. On a déjà une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous pousserait à migrer vers un cloud souverain français? Voilà. On a laissé plusieurs possibilités. À vous de voter sur celles qui vous paraissent plus pertinentes. Donc, pour continuer, on va parler de gouvernance et de données. Pour faire un petit tour d'horizon, les certifications clés aujourd'hui, c'est quoi? C'est la RGPD, c'est obligatoire pour tous, hein. Donc il faut se rendre compte que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas compliant RGPD, c'est une facture sur votre chiffre d'affaires, donc la conséquence peut être lourde. C'est obligatoire pour tous. HDS, plutôt orienté santé. Les normes ISO, qui sont plutôt aux alentours de la sécurité de l'information, qui sont de plus en plus demandées. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Secnum Cloud, qui est assez récente et qui pousse à avoir une sécurité maximale, qui est faite par l'ANSSI. DORA, qui est sur le secteur financier, et l'IA Act, tout récemment, qui est sorti pour toutes les données qui sont liées plus ou moins près aux IA.
Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre, hein, dedans, on y répondra à la fin, il y a un temps prévu pour ça. Donc en ce qui concerne la souveraineté, pourquoi c'est un sujet préoccupant? Bon, je pense qu'il y a eu des débats politiques, récemment qui ont participé à ce que ce sujet devienne une priorité dans beaucoup de médias. Mais on a une dépendance qui est croissante et qui est énorme aux technologies américaines. Ça passe par la technologie évidemment, par le cloud, par nos langages, hein. Il faut savoir que nos compilateurs, sont la plupart du temps américains. Nous-mêmes, nos méthodes de travail viennent des Américains. Ils nous inspirent, quand même assez énormément. Le Scrum Mastering, toutes ces choses-là. Donc il y a des choses qui sont, on s'inspire beaucoup des Américains. Il y a une explosion, des données sensibles qui migrent vers des acteurs américains. La SNCF, ils utilisent 4 clouds. Ils sont tous américains. Donc même si, il y a une volonté là, il y a un projet d'aller, faire du on-premise, bah, ils n'utilisent pas de cloud français, purement français. Doctolib, stocke ses données sur AWS. Donc ça, c'est un peu, dérangeant, hein, si jamais on n'a pas forcément envie qu'une autorité américaine puisse récupérer l'information comme quoi vous êtes allé chez le dermato ou consulter un psy récemment. Voilà, c'est des données qu'on a envie de garder, privées, qui sont vraiment, très importantes. Et il y a un renforcement actuellement, hein, vu qu'on parle de tout ça, il y a un renforcement du cadre réglementaire qui est impressionnant. Donc aujourd'hui, c'est des enjeux de localisation, des enjeux juridiques, des enjeux européens, qui sont de plus en plus gros. Et il y a notamment, un enjeu business pour certaines, personnes et certains business qui sont orientés, marché public et qui ont une forte valeur ajoutée à faire travailler les marchés, les acteurs locaux, et qui sont un peu bleu, blanc, rouge. Donc, ce qui est très important de définir, c'est la définition du cloud souverain. Le cloud souverain, c'est un modèle de service informatique accessible sur Internet, géré et contrôlé par des entités nationales ou gouvernementales. Ça, c'est extrêmement important, la notion de national. On va le voir juste après parce qu'il y a des conflits, avec, des acteurs américains qui se disent souverains parce que leurs données sont stockées en France, mais ce ne sont pas des entités nationales. Donc ça change la donne et on va le voir juste après. Pour faire un petit point, on va considérer les clouds souverains français. Du coup, je ne pourrais pas parler de tous pendant le webinaire, sinon j'aurais pas assez de place. Mais voilà, en tout cas, on s'est recentré sur OVH Cloud et Scaleway, qui sont assez connus en France. Mais il y a NumSpot, Orange Business, Clever Cloud, qui est plus du BaaS que du IaaS, Outscale. Donc voilà, donc ça, c'est une liste non exhaustive des clouds français, mais il y a plein de petits acteurs aussi également qui fournissent de cette technologie-là. Il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est le Cloud Act. Du coup, le Cloud Act, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé en 2018 par les USA. En fait, ça permet aux sociétés, pardon, à la juridiction américaine de récupérer de manière totalement légale des données des entreprises américaines qui sont stockées, peu importe là où elles sont stockées, en Europe ou peu importe ailleurs, sans notification des utilisateurs. Récupération possible des données supprimées, hein. Donc si vous avez voulu supprimer une database et qu'elle n'est pas totalement supprimée côté cloud, mais que l'État demande à la récupérer, ils peuvent le faire. Récupération possible des backups, et tout ça sans notification des utilisateurs. Donc ça qui est important à comprendre. Donc AWS, Azure et GCP sont soumis à ce Cloud Act. Et donc il y a un risque de divulguer des données sensibles. Pour ça, j'ai quelques chiffres que j'ai pu récupérer de Microsoft. Ça, ce sont des demandes des juridictions américaines à Microsoft entre janvier et juin 2024. Donc en 6 mois, il y a eu 419 requêtes sur des utilisateurs spécifiques pour récupérer des données sensibles sur 419 personnes en 6 mois. Donc ça représente 2 requêtes par jour, un peu plus de 2 requêtes, 2,3 requêtes par jour concernant des utilisateurs. Voilà. Donc là, et encore, j'ai pas toute la liste de tous les pays. J'ai eu la liste que de quelques pays. J'ai pas eu le reste. Donc du coup, je pense que le chiffre est bien plus grand que ça. Mais à l'heure actuelle, j'ai réussi à voir que celui-là. Et donc, on a plus de 2 demandes d'informations personnelles par jour. Il faut comprendre que là, il y a deux autres data. Il y a le tableau où Microsoft a accepté de donner la donnée. Et il y a les tableaux où il a refusé. Parce qu'en fait, en fonction du système du niveau hiérarchique de la juridiction qui demande l'accès à la donnée, et en fonction de la justification, Microsoft peut dire non. Voilà. Jusqu'à un certain point où, évidemment, s'il a une saisie, il ne pourra pas refuser. Mais en tout cas, là, ce que vous voyez, c'est qu'il a refusé dans 85% des cas. Il a refusé de donner la donnée en disant que ça manquait de justification.
Et dans 15% des cas, il a accepté de donner cette donnée. Sur ces 15% des cas-là, il y en a quasiment 2%, il y a 8 d'entre eux qui concernent des fichiers sensibles, donc c'est-à-dire des mails Outlook, c'est-à-dire des fichiers stockés dans OneDrive, d'autant d'informations personnelles qui sont très spécifiques et très privées. Et 56 autres qui se basent sur du données moins importantes, donc c'est-à-dire IP, géolocalisation, ce genre de choses. Donc ce qu'on voit quand même, hein, c'est que c'est assez, il y a des données très techniques qui peuvent fuiter suite aux demandes. Voilà. Donc c'est vraiment réel. Le Cloud Act, c'est pas juste de temps en temps, on va avoir une demande, c'est plus de 2 par jour, minimum 2 par jour. Donc il y a des données voilà, qui arrivent, qui peuvent partir chez les Américains de manière régulière. Donc du coup, il y a un conflit complet avec le RGPD. Le RGPD, donc, qui est le Règlement général de protection des données, impose un consentement si la donnée est utilisée à des fins autres que celles qui ont été stipulées au moment de l'inscription, hein. Donc du coup, même si un État n'a pas le droit de le demander, il faut avoir le consentement de l'utilisateur, hein. Donc ça, c'est en opposition complète au Cloud Act. Il y a le droit à l'oubli, la limitation de traitement, le refus de décision automatisée, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer les données qu'on reçoit d'un utilisateur dans un workflow automatisé sans son consentement. Voilà, donc ça, il y a un conflit direct entre les deux, entre ces deux éléments. Il faut savoir que pendant un temps, du coup, en 2018, quelque chose comme ça, ils ont essayé de créer le Privacy Shield. C'est une sorte de badge qu'on pouvait donner à au cloud américain, qui était un contrat d'accord entre l'Union européenne et les Américains pour protéger mieux les données suite au Cloud Act. Et en fait, ça a été invalidé parce que la Cour de justice européenne a trouvé que c'était pas assez, ça protégeait pas assez les données des utilisateurs européens. Donc en fait, ça a été invalidé. Et donc aujourd'hui, il y a un peu un flou juridique, il y a un peu un trou qui fait que les Américains, ils disent qu'ils vont pas vraiment envoyer des données aux instances juridiques américaines, mais ils sont obligés de correspondre à la loi de leur pays qui est le Cloud Act. Et donc, du coup, c'est en opposition directe avec la RGPD. Il faut savoir que la Cour de justice de l'Union européenne, le CJUE, a été clair, c'est à l'entreprise européenne, donc c'est à nous en tant que consommateurs, de vérifier la conformité. Ce n'est pas aux fournisseurs. Donc, c'est-à-dire que le cloud américain n'a aucune obligation à être compatible RGPD. C'est à vous, en tant qu'utilisateur de ce cloud-là, de vérifier que vous êtes conforme avec la façon d'utiliser vos données. Voilà. Donc pour ça, en fait, aujourd'hui, pour combler ce flou, c'est pas forcément facile. Donc il y a une autre question. Est-ce que vous étiez au courant déjà de ce conflit entre le RGPD et le Cloud Act américain? Du coup, ça nous intéresse de savoir. Pour s'en sortir de ça, il y a 2 solutions, on va dire, hein. Bon, bah, la première, c'est de choisir un fournisseur sous juridiction européenne pour éviter le Cloud Act, au moins. On est sûr que les acteurs européens ne sont pas soumis au Cloud Act. Et après, il y a mettre en place un chiffrement fort, donc c'est-à-dire de chiffrement de bout en bout, hein, du YOC, du BIOC. Donc c'est-à-dire stocker sa propre clé et envoyer que des données chiffrées au cloud. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire, ça rajoute énormément de complexité, ça alourdit le process, ça réduit les performances, ça complexifie énormément la chose. Mais voilà les 2 solutions qui sont en place à l'heure actuelle pour essayer d'être compliance RGPD et Cloud Act, du coup, parce qu'au moins le Cloud Act, ils récupéreront que des données qui sont chiffrées et dont vous détenez la clé pour les déchiffrer. Voilà un petit peu le tour d'horizon de cette première partie. Donc de là, on va essayer de comparer les services et la sécurité là-dessus. Donc du coup, on a une petite question pour vous. C'était quel service était le must-have si vous deviez migrer demain? Voilà. Donc c'était quel est le plus important pour vous? Quel est celui où vous devez absolument correspondre, il doit correspondre à 100% avec votre besoin pour vous dire, bon, bah voilà, si lui, il n'y est pas, je ne pourrais absolument pas migrer. On va faire un petit tour d'horizon de Kubernetes. Là-dessus, il n'y a pas tant de différence que ça. Donc, je compare à peu près AWS, Azure, Scaleway et OVH. Il n'y a pas beaucoup de différence. On a Cilium qui est installé de base dans plusieurs endroits. On a du Carpenter ici, mais pas de Carpenter côté Scaleway et côté OVH. Ce qui est normal, on va voir après pourquoi. Et plus tard, on aura peut-être un petit Carpenter un jour qui viendra se rajouter. La grande différence, ça va se jouer au niveau du SLA, du SLO et du SLI.
Du coup, on voit qu'on est un peu moins sûr de nous en France parce qu'on est, voilà, on ose encore un peu moins parce qu'on est en train de se structurer. Et aujourd'hui, Scaleway Capsule est à 2.9 au lieu de 3.9 pour Azure et AWS. Et OVH MKS est à 2.9 aussi, mais est en bêta actuellement. J'ai vu passer euh, des informations. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des personnes d'OVH qui sont inscrites à ce webinaire. Donc, du coup, si vous voulez, dans les commentaires, rajouter des informations, enfin, dans les messages, rajouter des informations, n'hésitez pas. Franchement, mon but, c'est de donner une vision globale des clouds. Et donc, n'hésitez pas à étayer mes propos. Pour faire un petit tour au niveau du Object Storage, tout ce qui est S3, Blob Storage, etc. Là, c'est pareil, il n'y a pas de grande différence. Les différences vont être aux alentours des X9, du nombre de nœuds, où voilà, on est toujours un peu moins serein sur cette partie-là, mais on n'a pas de grande différence là-dessus. Côté IAM, il y a un peu plus de différence aujourd'hui. Donc, côté IAM, c'est tout le système d'authentification. Aujourd'hui, Scaleway et OVH sont plus en partiel sur la partie Airback. Donc, ça fonctionne bien. Donc, c'est-à-dire, par exemple, autoriser un utilisateur à avoir accès à telle ressource. Par contre, la partie Airback, vraiment donner des actions en disant il a le droit de faire un get, mais pas un post. Il a le droit de la supprimer, mais il a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, on est un peu moins fin, en fait, dans la granularité des options qui sont à notre disposition. Voilà. Il y a également un manque actuellement un peu de fédération, donc de SSO, de LDAP. Par contre, c'est dans la roadmap de Scaleway. Je pense que Jackie va nous en parler aussi rapidement après, mais c'est dans la roadmap. OVH aussi, il me semble que c'est la roadmap, mais je n'ai pas le détail de quand exactement. Si vous voulez le mettre dans le chat, n'hésitez pas. Concernant Secret Manager, voilà, il y a aussi une nette différence sur ce service-là. On voit que on est en train de rattraper notre retard. Au VH Cloud, j'ai pas trop trouvé d'informations là-dessus. Donc, si vous en avez et que vous les envoyez dans le chat, voilà. Ce que je vois, c'est qu'il faudrait utiliser un service tierce, du coup, mais il n'y a pas de service managé par OVH Cloud, j'ai l'impression. Ou en tout cas, on n'a pas eu de data là-dessus. Il ne faut pas hésiter à les communiquer dans le chat. Et côté Secret Manager, pareil, on va avoir une évolution qui est prévue d'amélioration au niveau de l'intégration avec IAM, qui va nous permettre de donner droit d'accès plus intelligent à des secrets en fonction de la personne qui vient requêter le secret. Et il y a le KMS qui est intégré à Secret Manager qui est en bêta. Au niveau des computes, donc toutes les instances, etc., on n'a pas de différence grande au niveau de l'OS custom. Par contre, on a une différence sur les machines Spot. Donc, c'est pour ça que Spot est reserved. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir un Carpenter, c'est pas forcément hyper utile parce que voilà, on n'a pas forcément besoin de faire des node groups. Mais je sais que c'est dans la roadmap de Scaleway de faire des spots et des reserves. Il me semble que c'est pour 2025, si je ne dis pas de bêtises. C'est prévu pour cette année. Côté OVH Cloud, on n'a pas de spot non plus et on n'a pas d'auto-scaling groupe. On ne peut pas faire de groupe d'instance qui peut scaler toute seule. Voilà. Mais bon, après, on a accès à Cube et on peut appeler quand même des machines. On a Cluster Autoscaler qui nous permet de scaler notre cluster Cube. En ce qui concerne les instances SQL, pour le coup, là, c'était assez rapide. On est bon, on est très bon, on n'a pas à rougir. On est bon là-dessus. Il n'y a pas de fonctionnalités différentes. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Côté CDN, on est un peu plus basique sur les Edge Rules. Donc, c'est-à-dire, Edge Rules, c'est toutes les exécutions de scripts personnalisés, le fait de rediriger face à un cookie ou face à des entêtes spécifiques. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller à ce niveau-là de détail chez Scaleway OVH. Mais pareil, c'est en cours, c'est dans une roadmap future, donc c'est une feature que vous utilisez côté cloud américain. Il ne faut pas se renseigner sur à quel moment elle sera disponible sur les clouds français. Voilà, donc là, on arrive à la troisième partie qui est le comparatif de coûts. Du coup, je vais faire monter Jackie qui va venir se présenter et nous faire une petite présentation de Scaleway. Je vous remercie déjà pour la présentation déroulée par Tanguy. C'est assez riche et intrusif. Donc, je me permets de me présenter très rapidement.
Je m'appelle Jackie, je suis solution architecte chez Skyway. Et dans un premier temps, effectivement, je vais présenter très rapidement qui est Skyway et ce que nous faisons et en quoi notre approche cloud se différencie aujourd'hui. Donc, on existe depuis 1999. Donc, à l'époque, on était vraiment orienté infrastructure, donc des data centers, des serveurs dédiés, etc. Mais il y a un peu plus de 2 ans, on a pris un virage clair pour tout miser sur le cloud public, qui est devenu notre cœur de métier. On a donc séparé nos activités data center qui sont aujourd'hui devenues Opcore. Ça nous a permis de nous concentrer à 100% sur l'innovation logicielle avec une ambition simple et devenir l'alternative européenne crédible au hyperscalaire. Et pour ça, tous nos services sont pensés, développés et documentés ici en France avec des équipes locales. Donc on avance aussi avec le soutien fort du groupe Iliad, notre maison mère, qui a annoncé publiquement investir encore 3 milliards d'euros dans IA. Et aujourd'hui, notre focus, c'est le cloud public, bien évidemment, et des solutions avancées d'IA. Et pour les clients qui ont encore des besoins, c'est pas grand terme, mais pour les clients qui ont encore besoin des technos comme VMware ou Nutanix, on travaille avec nos partenaires comme FreePro, Play, etc., et qui sont aussi filiales du groupe Iliad. Donc, ce modèle hybride permet de répondre aux clients qui écartent une grosse empreinte cloud privé, mais qui ont envie d'avoir des avantages de cloud public et vice-versa. Et côté couverture, on a 3 régions complètes, donc 3 à Z à Paris, Amsterdam et Varsovie en Pologne, et commence à bien s'étendre en Europe. Aujourd'hui, on propose une centaine de services cloud, couvrant IaaS, PaaS et IA. Et on sait que la majorité des clients utilisent une dizaine de briques, compute, stockage, réseau, base de données, Kubernetes, serverless. Et ces briques-là, on les a déjà en version souveraine et simple à déployer et compétitive niveau prix. Prochaine slide, merci Tanguy. En fait, si on devait résumer ce qui nous distingue des hyperscalaires, c'est 4 points. Donc, d'abord, la transparence. Donc, on n'a pas de frais d'égresse, pas de surprise sur la facture. Tout est visible depuis la console et nos prix sont généralement plus compétitifs contre les hyperscalaires. Et ensuite, la simplicité. On utilise les standards du marché, Terraform, Ansible, tous les produits à son API. Donc, pas de technologie maison opaque. Tout est pensé cloud native, haut de scale, et ça fonctionne sans friction. Et on évite aussi le vendor locking. Notre CTO, JP Kampf, a posé des bases pour qu'il n'y ait pas une ligne de code dépendante d'un fournisseur externe. Donc, pas la dimension, enfin, dans la dimension logicielle, pardon, on utilise massivement des open source avec le moins de dépendance possible. Même côté matériel, en attendant d'un provider européen émerge, on multiplie les fournisseurs, par exemple, de GPU avec NVIDIA, AMD, Ampere, Apple, etc. Et enfin, la proximité, les équipes dev, produits, support sont tous en France. On peut organiser un échange direct avec un chef de produit si besoin pour nos clients et partenaires. Et on est aussi totalement en dehors du périmètre du Cloud Act et en éco des certifications, et on est bien engagé sur le Second Cloud, donc un des cas rares qui a déposé des dossiers non seulement sur le IaaS, mais aussi PaaS. Donc nous aidons certifier l'ensemble de nos stacks techniques. On fait aussi attention à notre impact en France en électricité et nucléaire, et en Pologne ou Amsterdam, on prend les contrats verts. Et notre support est 24/7, bien sûr, mais surtout, il est internalisé, basé à Paris, pas outsourcé à l'étranger. Et d'un point souvent méconnu, Skyway est le seul cloud européen à proposer un frais stack cloud public et le seul à investir massivement dans les clusters d'entraînement IA. Par exemple, Mistral ou Forum et Hugging Face utilisent nos GPU pour réaliser leur entraînement. Voilà. Donc, c'est le plus grand cluster qu'on a pu opérer chez Opcore dans le DC5, qui est un data center qui utilise le système de refroidissement passif ultra efficace, donc en adiabatique, qui permet de réduire fortement l'énergie consommée, donc notre empreinte carbone. Super. Oui. Et justement, tout ce qu'on vient de dire prend forme dans notre catalogue produit. Donc, on n'est pas justement des instances ou du stockage. C'est vraiment une plateforme cloud complète
Mmh. construites pour couvrir tous les besoins modernes. Donc côté compute, on propose différentes familles d'instances et que ce soit, pour des workloads classiques en CPU ou des cas d'usage IA avec GPU. Et si vous préférez des containers, on a plusieurs options Kubernetes. La solution, pour les nœuds natifs Scalaway, capsule, et aussi Cosmos, pour certains cas d'usage en termes de cloud, multi-cloud. En parallèle, on a des offres serverless, des serveurs dédiés aussi, donc Elastic Metal. Et ensuite, le stockage, on couvre tout, objets, blocs, et on aura File Storage très prochainement. Et sur la partie réseau, on retrouve l'essentiel, VPC, logiciel, load balancer, Edge Service, mais aussi Interlink pour des cas d'interconnexion hybride ou multi-cloud. On aura potentiellement VPN managé et dans la roadmap. Et côté données, on a toutes les briques qu'il faut, donc base de données managée Postgre, MySQL, Redis, MongoSQL serverless, et même du messaging, du streaming et des data labs distribués. Donc, on aura notre data warehouse en bêta dans notre roadmap. Et pour vos applis, on propose aussi des services managés simples, domain name, DNS, email et transactionnel, etc. Et pour la gouvernance, on a bien sûr IAM, Secret Manager, Key Manager, WAF, Audit Trail et gestion des coûts et des empreintes carbone, etc. Donc enfin, on considère comme non seulement un fournisseur de cloud public, mais aussi des solutions IA. Donc l'intelligence artificielle est vraiment un enjeu chez nous. Donc on propose déjà des services managés comme le Match d'inférence, le Generative API, et aussi des clusters GPU custom, et même une offre Quantum as a Service, parce qu'on pense que c'est la prochaine transition potentiellement. Donc, on est dans une constante évolution. En 2024, on a sorti déjà 40 nouvelles features / produits. Et en 2025, on continue sur la même lancée. Donc, merci Super. pour l'écoute. C'est très clair. Merci beaucoup, Vicky. Merci. Du coup, concernant la présentation de la facture, en fait, on est parti d'une facture AWS qui date de février 2025, donc sur 28 jours au lieu de 31. Voilà. Mais c'est un compte qui est vraiment utilisé avec des utilisateurs, etc. Donc, du coup, il y a du trafic, c'est très classique. On utilise des instances EC2, des RDS, il y a un Kubernetes installé qui utilise de l'EKS. Et derrière, du load balancer, du WAF, il y a du support. Enfin, donc voilà, donc on a essayé de prendre une facture très globale, qui consomme beaucoup de services pour que les gens puissent se retrouver là-dedans. Du coup, on avait une petite question, je crois que c'était à votre avis, de combien sera la différence entre les deux clouds en termes de coût. 200 000. En plus, on dit forcément qu'on gagne des sous avec, avec Scaleway dans la question. Il n'y a pas de question plus. Du coup, on va commencer, on va prendre étape par étape, partie par partie, et on va comparer les deux. Comme ça, je vais pouvoir poser un peu des questions à Jackie là-dessus. Là, on voit qu'il y a une différence, c'est sur toutes les instances EC2 qui sont consommées, instances de quelques centaines d'euros. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, en fait, effectivement, dans la facture, bien évidemment, on voit une marge qui existe entre le pricing AWS et Scalaway. En fait, la facture AWS inclut ici un mix d'instances on-demand et spot, donc ce qui permet d'optimiser leurs coûts. Et d'un autre côté, comme l'offre Spot et Scalaway est prévue pour le 3e trimestre, que tu viens de citer, mais en fait, à l'époque, donc, lors de la simulation de coûts, donc on est basé uniquement sur les tarifs en demand pour cette comparaison. Mais voyons, au niveau de marge, même si on est 100% en demand, Hmm. et on n'est pas Alors, très loin. ouais, tout à fait. Alors que la facture AWS sur laquelle on a travaillé utilise beaucoup d'instances spot. Donc, du coup, on voit quand même qu'on est large parce que là, je pense que si on utilisait que des instances on demand, on serait beaucoup plus aux alentours de 5 000 euros, quelque chose comme ça. On n'a pas fait le calcul, Ouais. mais on serait beaucoup plus haut. J'ai fait le calcul en termes de seulement pour les instances qui vont utiliser en demand, bah, c'est déjà environ 20% moins cher que celle d'AWS. Donc, au niveau des on demand. Ouais. Join demand. Ok. Ouais. Intéressant comme retour. Mm. Au niveau des containers, on est assez similaire. Voilà, les containers enregistrés, il y a une différence. Oui. En fait, ici, quand on parle de Kubernetes, on parle plutôt de tarif de control plane. Tout à fait. Donc, chez Skyway, on fait le control plane où on a plusieurs offres. Donc, dans un premier temps, il y a l'offre mutualisée qui est gratuite par défaut. C'est une solution idéale pour les environnements de développement ou de test.
Pour le cas de production, en fait, on a des contrôle planes dédiés qui sont proposés à partir de 80 € par mois, à partir de 4 gigabytes de RAM jusqu'à 16 gigabytes. Donc ici, ouais. Ici, en fait, j'ai une remarque aussi par rapport à les simulations de coûts, parce qu'en fait, sur AWS, vous ne trouverez pas forcément les infrastructures associées. Par exemple, en fait, sous-jacent derrière, c'est souvent des instances et des stockages, des disques block storage, mais il n'y aura pas d'affichage, de simulation de pricing sur le console AWS dans ces dimensions. Par contre, chez Skyway, on peut avoir totalement une facture comptabilisée, non seulement sur le contre-play, mais aussi des infrastructures associées. Ok, Faire très contre- intéressant. ouais. Merci. En ce qui concerne le stockage, pour le coup, bon, on est aussi un peu moins cher chez Scaleway. Et vous avez le file storage qui arrive en Q2, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Donc là, on a une différence de 130 €. C'est surtout dû à l'object storage. Ouais, vous êtes moins cher sur l'object storage. C'est ça. Donc, je commence par le block storage. En fait, en termes de tarifs sur les disques, il n'y a pas trop de différence. Bah, Ok. ce qui nous permet de réduire le coût codé, c'est le tarif des snapshots. Ok. Notre solution est plus économique. En termes de object storage, donc chez nous, il y a aucune facturation des requêtes API, donc put, get ou copy, contrairement à AWS où chaque interaction est comptabilisée. Ok. C'est ça, c'est la première différence. Et deuxième différence, c'est le tarif de stockage. Lui-même est aussi, chez Skyway, c'est plus accessible. Donc, nous offrons déjà 75 gigabytes de transfert sortant gratuit chaque mois, là où AWS facture dès le premier octet. Ok. Euh, voilà, donc comme tu viens de dire, en fait, Fast Storage, euh, chez AWS, en fait, je crois que leur modèle de tarification est assez complexe. Donc, selon le modèle, la zone, les AOPS, ou encore le trafic sortant. Chez nous, en fait, c'est dans notre roadmap, mais idéalement, le tarifaire envisagé est plus simple et prévisible, hein. Donc, il y aura pas de coût caché quoi, derrière. Ok. Merci pour ces précisions. Ouais. D'un point de vue réseau, c'est impressionnant la différence, hein. On est à 800 €, même 900. Voilà, c'est surtout sur la partie VPC et load balancer, ouais. Oui. Et en ce qui concerne le VPC, on connaît tous, en fait, il y a des IP publics dans le VPC, il y a des NAT gateway, internet gateway côté AWS qui coûtent tellement cher. Donc en fait, effectivement, au niveau des IP publics, on est dans le même niveau chez AWS et chez Skyway, c'est 0,004 € par heure. Mais la différence vient du NAT gateway. Donc chez AWS, il est facturé selon deux dimensions, donc le nombre d'heures d'utilisation et le volume de données traitées. Mmh. Dans la facture, ça représente plus de 800 € uniquement pour le Net Gateway. Et chez Skyway, l'autre côté, la philosophie est un peu différente. On considère que si un client a besoin d'une passerelle Internet, c'est ce qu'il veut donner d'accès à Internet à ses instances privées. Donc le NAT est inclus par défaut dans notre offre qui Ouais. s'appelle Public Gateway. Mmh. Donc pas besoin de choisir, pas besoin de composer par Terraform, etc. Et Mmh. aussi, en fait, ça va être associé dans le tableau rodage par défaut. OK. Et voilà, tout est inclus, facturé simplement à l'heure, environ 0,02 par heure. Donc, et surtout, il n'y a pas de coût supplémentaire sur le données traité. Donc il n'y a pas OK. de graisse Ouais, comme c'est ouais. là où se fait, une grande partie de la différence, ouais. Ouais, et pour la partie load balancer, donc chez AWS, il s'agissait, application load balancer ou network load balancer. Donc le client paie, la capacité horaire fixe et aussi, des LCU, donc load balancer capacity unit, donc en raison, de 0,008 par heure pour LLB, et à peu près même chose pour NLB. Voilà, c'est pour ça, en fait, ça commence à élever hyper rapidement. Mais en Ouais. face, SKB applique un tarif forfaitaire simple. Donc, on n'a pas de LCU, machin, etc. Donc, c'est 11,68 € par mois pour OK. l'open manager Mmh. qui peut gérer à la fois la couche 4 et 7. OK. Ouais, donc l'avantage, c'est que ça change pas et que c'est le prix, il est fixé et c'est Ah comme ouais, ça.
Au tout à moins, fait. on sait ce qu'on va payer, quoi. Oui, c'est plus OK, rapide à anticiper. très intéressant. Sur la partie monitoring, bon, bah, là, il y a pas photo. On passe de 875 à 4 €. Il y a 870 € de différence. Du coup, qu'est-ce qui explique cette énorme différence? Effectivement, en fait, ça, c'est la partie, un peu plus fragmentée, chez AWS. Donc chaque élément est facturé séparément, parfois à des volumes difficiles à anticiper. Je prends quelques exemples, peut-être que vous ne voyez pas, mais sur votre facture AWS, potentiellement, vous voyez. Donc le stockage de log, déjà, au-delà de 5 gigas, ça commence à coûter. Mmh. Heu et aussi le log vended, autrement dit, les logs générés automatiquement par les services AWS. Donc Ouais, ça, c'est parti, ce morceau déjà qui coûte plus de 750 €, heu, eux ouais. seuls. Mais chez Skyway, ce type de log est inclus, dans notre offre, qui est gratuit. Déjà, en fait, on a eu une, réduction à peu près 80. Les logs personnalisés coûtent aussi plus de, 2,50 € chez AWS. Mais Skyway, chez Skyway, on est aussi gratuit par contre, pendant 7 jours, puis facturé 0,35 € par gigabit. OK. Un modèle, plus souple et maîtrisable et voilà, donc c'est ce qu'on dit en fait, souvent, c'est la partie log qui va apporter potentiellement beaucoup de charges Ouais. sur CloudWatch, on dirait. Ouais, OK. ouais. Merci, c'est très clair. Mmh. Concernant la base de données, il y a une différence qui est moindre du coup, enfin qui est moindre, qui est quand même de 1 000 €. Au niveau du Redis, du coup, c'est le même coût, mais par contre, il y a une différence sur la base de MySQL, sur le MySQL Managed, c'est ça? Oui, en fait, en ce qui concernant le PostgreSQL, donc chez AWS, la facture, monte principalement, à cause de coûts cachés très fragmentés. Le stockage, par exemple, et de backup Ouais. et le mode multi-AZ. Ça nécessite des options spécifiques et des performances, comme des IOPS sont souvent un supplément. Alors chez Skyway, en fait, on propose une approche beaucoup plus simple, comme le stockage est à prix fixe et les IOPS élevés et aussi ça c'est inclus dans le forfait. Et le mode multi-AZ est intégré, mais c'est optionnel. Mais vous pouvez choisir un standalone, soit un mode achat, comme vous voulez. Donc le SLA, en fait, on n'a pas cité encore, mais justement, pour le SLA de achat, c'est 99,95 avec KPI. Voilà, ça c'est pour MySQL et PostgreSQL. OK. Et pour Redis, manager, on voit deux approches très différentes entre AWS et Skyway. Donc chez AWS, la tarification est découpée en plusieurs morceaux, donc une facturation en millions d'opérations vCPU et des frais horaires pour la mémoire et même des coûts liés au snapshot. Donc chez Skyway, on simplifie donc le service Redis, on a proposé avec un tarif fixe par mois qui inclut tout, CPU, mémoire, snapshot et gestion managée. Donc c'est ça qui fait différence. Donc c'est non seulement au niveau de prix, mais aussi derrière. Donc est-ce que c'est complexe à prévoir? Est-ce que c'est difficile? Comment on va pouvoir améliorer, optimiser notre infrastructure en fonction des factures? Donc Mmh. c'est ce que j'aimerais bien OK. remarquer. Voilà. Non, mais c'est très clair. Merci pour les détails. En ce qui concerne les parties sécurité, donc Secret Manager, Key Manager et cetera, du coup, on a enlevé, Guard Duty et Security Hub du calcul parce que, bon, malheureusement, il y a pas ces fonctionnalités-là côté Scaleway. Donc du coup, on les a pas intégrées, mais voilà. Est-ce que c'est prévu à la roadmap? Comment vous situez sur cette partie? Alors déjà, en fait, secret majeur, il n'y a pas trop de différence. Donc, on est tous payés par secret ou par version. Et Key Manager, pour le moment, il est en public bêta, donc il est gratuit pour le moment. Et on va potentiellement avoir GA dans le trimestre, ouais, soit le prochain trimestre. Et WAF, on vient de sortir, donc qui est bien intégré dans notre Edge service, donc qui peut travailler correctement avec l'OpenSeur ou Object Storage. Alors que pour le Call of Duty ou Security Hub, donc on a déjà notre cockpit qui est notre service d'observability, Mmh. qui peut travailler au niveau de centralisation des alarmes, des incidents et cetera. Parce que ça appuie sur les Grafana,
Mimir, Loki et Prometheus. Et pour le moment, on n'a pas encore de solution managée dans la roadmap sur ce type de service. Mais on a un autre partenaire local qui s'appelle iTrust, Ok. aussi une filiale du groupe Iliad. Avec eux, on est capable de gérer des sujets sur scan de vulnérabilité, SOC et détection avancée des menaces, par exemple. D'accord. Ouais. Et ça, sur les prix, tu les as, tu les Ah connais? oui, donc ça, donc c'est comme c'est pas sur notre console, donc Ouais. c'est avec un partenaire local, donc c'est un peu, il faut vraiment rentrer dans le sujet. Bon. Ouais, c'est un autre sujet pour entière, pas de souci. Ouais, Ok, super, merci beaucoup. je t'en prie. Côté messaging, du coup, côté Q, vous êtes plus cher sur cette partie-là, du coup? Oui, en fait, chez AWS, dans la facture, en fait, AWS facture chaque requête, Ouais, peu importe sa taille. Donc le modèle est efficace, quand on a beaucoup de petits messages qui passent en fil. ouais, Et chez Scalaway, on facture plutôt en fonction de la quantité réelle des données échangées. Donc cela ouais, signifie qu'on paye pour le volume ouais. utilisé, et non pour le nombre de fois, enfin, où on l'appelle la file. Donc c'est ça la différence. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on a pris cette facture-là était Ouais, plutôt là-dessus, voilà, avec, mais oui, en gros, en fait, ça veut dire que si vous avez des messages plus gros, ou plus riches en contenu, Scalaway devient souvent plus adapté parce qu'on facture pas le nombre de, heu, oui, au volume. Enfin, volumes. au nombre de messages, mais pas à la Oui, quantité, oui, la c'est taille ça, du. oui, c'est pas le Ouais, ouais. Mais ouais, si vous avez des milliards de petits messages à très haute, fréquence, ouais, peut-être que AWS c'est mieux. Voilà, ouais. OK, ouais. merci beaucoup. C'est ça, je comprends. Heu, Là, il y a un changement qui est clair, du coup, 748 € versus 0. On a mis un graphique en dessous. Du coup, vous facturez pas du tout le transfert, des données. Vous êtes avec OVH Cloud les moins chers. On peut voir, on a mis un petit graphique, qui vient d'une source de Olory, derrière. On voit que c'est Alibaba qui est le plus cher. Derrière AWS et Azure et GCP. Aujourd'hui, voilà, c'est une décision. Est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Est-ce qu'un jour, ça peut changer? Ou est-ce que vous savez si ça va changer peut-être, dans quelque temps ou pas? Ou ça fait partie de vos valeurs? C'est une très bonne question. En fait, on ne changera pas. Bah, OK. parce que chez SKB, on a un très bon, on a déjà un contexte assez, télécommunication. Donc grâce au groupe Iliad, en fait, on nous permet de bénéficier vraiment des avantages en termes de charges, de réseau et des bandwidth, et cetera. Donc c'est ce qu'on fait, depuis le début, mais on va continuer à faire, sûrement. En fait, grosso modo, sur le facture, en fait, AWS, je trouve que non seulement il faut payer, en fait, non seulement sur les flux qui sortent du cloud vers internet, mais parfois même entre Ouais, régions. entre régions, Pour les ouais, facturer. aussi. Voilà, avec une grille tarifaire complexe. Mmh. Et voilà, chez nous, il y a aucun, c'est zéro. Ouais, au Il y moins a pas ça clarifie la il y a pas facture. de il y a pas de frais il y a pas de frais d'egress. Ouais. OK, Bon. très clair. Merci pour ça. Au niveau du support, vous êtes, bah, du coup, quasiment au même prix, de 10 € près. Je sais pas si tu veux rajouter un détail là-dessus? Oui, en fait, chez AWS, le client, enfin, sur la facture, en fait, ils ont choisi, le support business. En fait, mais c'est un peu compliqué leur, modèle de calcul. Donc il faut, payer minimum, 100 €, 100 $ par mois, et aussi des pourcentages qui montent vite dès que ça coûte cher. Et contrepartie, chez SKB, on propose une solution plus simple et abordable, notamment avec une évolution potentiellement vers le support advanced à partir du 1er juillet. Donc, on aura une évolution totalement nos offres support. Donc, maintenant, c'est 59 €. On va passer à 50 € par mois, OK. soit 5% de votre consommation nette sur Scaleway. Et le support est assuré 7 jours sur 7 avec une hotline dédiée de 9 h à 18 h. OK. Bah, surtout, en fait, on reste dans une logique de transparence, hein, et autonomie, pour le client. Et bah, vous pouvez changer de niveau de support à tout moment, bah, sur le console.
bah, il y aura pas besoin de ticket ou intervention manuelle. En plus, c'était informable, ça, je me dis. C'est ça, surtout quand vous téléphonez quelqu'un, de support, Ouais. bah, c'est quelqu'un francophone. C'est OK. quelqu'un qui travaille directement dans notre, siège, ouais, à Paris. Super, c'est Donc ça, c'est 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 très chouette, clair. ouais. C'est très clair, merci beaucoup. Ouais. Donc du coup, bah, résultat final, des courses. On arrive en fait à une, facture de 11 054 €, côté AWS, hein, donc la facture que vous avez vue tout à l'heure, le petit screenshot, c'était avec la TVA et puis tu en USD aussi. Donc du coup, là, c'est le résultat, puis c'est les 11 000 moins les, 447 et Security Hub et Core Duty. Et chez Scaleway, on est à du coup, 8 126. Donc voilà, on a une différence, de 3 000 €, un peu moins de 3 000 € là-dessus. Donc on voit que quand même on n'a pas à rougir parce qu'on a des fonctionnalités, très similaires. Il y a des petites différences à droite à gauche et donc il faut creuser dans le détail pour voir les vraies différences. Mais en tout cas, on voit que, bah, le cloud français, il y a des acteurs qui sont là, qui sont présents et qui font les choses bien. Hem Du coup, bah, pour conclure, merci beaucoup. Ça fait déjà 47 minutes qu'on est là et je voudrais garder un peu de temps pour les questions. Donc, pour conclure, bah, déjà, on a une possibilité, c'est d'aller un peu plus loin. Vous pouvez scanner un QR code qui vous emmènera vers 12 questions qu'on a travaillé avec les DevOps en interne et puis avec l'aide aussi de Jackie Wong, pour vous réfléchir à la démarche de migrer vers un cloud souverain. Donc, il y a plein de petits tips qui sont cachés entre les questions, comment aiguiller les équipes, comment préparer une migration. On a essayé de rajouter, de donner de la valeur ajoutée. Ça vous calcule un score. Et après, au F1, vous avez un score qui va vous dire bah, oui ou non, vous êtes prêt ou pas à aller migrer vers le cloud. Et avec tous les tips cadeaux qu'on vous donne au sein de ce petit test qui va vous permettre bah, de mûrir sur cette réflexion-là. Également, pour ceux qui remplissent le test du cloud souverain, vous recevrez le lien vers le document, la Google Sheet, du coup, de cette analyse-là, qu'on a fait avec Jackie Wang. Et donc, on est rentré dans le détail. Il faut voir que, après, vous pourrez cliquer, il y a à peu près une dizaine, une quinzaine de feuilles Excel derrière. Qui détaille toutes les instances EC2 qui ont été utilisées, le prix AWS, le prix Scaleway, qui va détailler au support, chaque version du support, donc les différences, parce qu'on ne pouvait pas tout présenter, ça rentrait pas. Donc, du coup, on a dû scinder tout ça, mais on essaie d'aller très profondément dans chaque partie, et donc là, vous aurez accès à tout ça en lecture seule. Donc, vous recevrez par mail à la suite du questionnaire Cloud Source. Voilà un petit peu, si vous voulez devenir expert et si vous voulez creuser ça, je vous ai mis tous les liens vers officiels, vers le Cloud Act, vers le Secnum Cloud, etc. Vous pouvez venir me voir en perso et venir me parler sur LinkedIn et je vous enverrai les slides. Comme ça, vous aurez accès à tout ça, c'est avec grand plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va répondre aux questions. Je tiens à remercier surtout Jackie qui a bien pris beaucoup de temps pour travailler avec moi ce sujet-là. Je remercie Scaleway pour leur aide et leur accompagnement pour construire ce webinaire. Merci à vous. Je ne sais pas si tu veux faire un petit mot de fin avant qu'on passe aux questions. Oui, très rapidement, donc je dirais historiquement en Europe, nous n'avions pas vraiment trop de choix. Il fallait s'appuyer sur des grands hyperscalaires américains. Mais aujourd'hui, on a Scaleway, qui est un acteur autonome, crédible, souverain et performant, qui propose une véritable alternative européenne et construite pour les besoins actuels du cloud. On Et puis, on sera présent la semaine prochaine à Vivadec, ainsi au Go, NVIDIA et GTC, bah, où nous mettons, en amont, mettons en avant nos derniers annonces produits et commerciales. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous si vous êtes, curieux ou intéressé par ce qu'on construit. Ouais. Super. Donc, toi, tu seras personnellement à la Vivatech? Ouais. Oui, je serai là, mercredi et jeudi. Chouette, chouette, chouette. Bon, bah, du coup, on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Oui. On en a deux. Donc, on a Vincent qui nous a posé la question. Bonjour, où Bonjour. en est Scaleway concernant les certifications Secnum Cloud, y compris pour les offres de services managés K8s DB? Et en fait, grosso modo, on est en train d'avancer on est en train de valider, d'être certifié dans tous les stacks IaaS. Et on a déjà eu beaucoup de services qui a déjà validé, comme par exemple Elastic Metal, qui est notre service paramétal.
Alors que, en fait, quand vous parlez de Kubernetes, DB, en fait, il s'agit beaucoup de ce sont des services managés, c'est-à-dire ils s'appuient sur des services, IaaS, donc VPC, par exemple block storage, les instances, et cetera. Donc il faut qu'on valide, certifier, tous ces briques, fondamentaux, et pour pouvoir, certifier les managed services. Donc c'est ça le sujet. Voilà, je sais pas si, c'est bon comme une réponse. Au niveau de process, en fait, je dirais, Ouais. Au ouais. niveau du process et de l'avancement, est-ce que tu as des informations là-dessus? Si vous êtes à 50%, 70%? Pour les fondamentaux, en fait, on essaie d'être validé, certifié, peut-être, avant la fin de l'année. OK, avant fin d'année, OK. Il y a pas que Second Cloud, il y a aussi HTS, en fait, potentiellement qui on HDS, quel niveau du coup? Je sais pas si tu as l'information, parce qu'il y a 6 niveaux, je crois, côté HDS. Donc, en fait, pareil, on est certifié, pour le produit, Elastic Metal, OK, et on est en train de valider, avec d'autres services, pour, bah, c'est pas forcément au niveau technique, c'est justement en termes de dossier, en termes de préparation, bien sûr. Ouais, c'est ouais, beaucoup administratif en plus, ouais. Ouais, ouais, donc d'ici la fin de l'année, quoi, c'est l'objectif de cette année. OK, ouais, ouais. super. Merci beaucoup. On va prendre, du coup, l'autre, question de Vincent. Mmh. Y a-t-il un modèle de facturation lié au flux réseau interne AZ, par exemple, comme AWS? Non, comme on dirait, en fait, même si vous sortez de Skyway ou de Région ou constamment de l'infrastructure, bah, il y a pas de facture. Donc même si, enfin, il y aura pas forcément, il y a pas du tout de facture sur les transmissions de données, heu, Mmh. en termes de A à Z, soit, Ouais, peu importe la Z, peu importe si on sort, si on rentre, par rapport à Z, par rapport à Région, par rapport, mmh. totalement public et privé. Donc il y a pas de Ouais, soit on est au giga, soit on est à la quantité, non, utilisée, mais il y a pas de facturation basée sur, le flux réseau, quoi. c'est ça. OK. OK, super, super clair. Côté, il y a Daniel B qui a posté une, question. Côté Kubernetes, est-ce que l'intégration des projets cloud native Grafana, Prometheus se passe bien sur ces cloud providers européens? Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est quelque chose, nous, qu'on a pu tester, hein. On a vraiment testé, de notre côté, le Kubernetes Manager, de Scaleway. Il fonctionne, extrêmement bien. On accompagne, les clients. Alors, on peut vous accompagner à la migration avec, grand plaisir. Et le cluster fonctionne très, très bien. Nous, en tout cas, il est compatible avec notre outil, qui est de migration vers Kubernetes. On l'a rendu compatible avec Scaleway. Il est compatible Amazon, Azure, enfin AWS, Azure, GCP et Scaleway, aujourd'hui. Donc voilà. Heu, Super. J'ai vu une question, dans le chat, Dans le chat, ouais. posée par, Eugène, ouais. Comment devenir un partenaire Skyway et qu'est-ce que cela implique? Et en fait, déjà, dans un premier temps, il faut que vous me contactez dans un premier temps, et après on va solliciter selon votre profil, on va solliciter notre, compte exécutif, et afin qu'on puisse creuser le sujet. Et déjà, en fait, dans un premier temps, soit selon votre profil, soit vous êtes revendeur, soit vous êtes consulting, intégrateur. Donc il y a tout type de, bénéfices à découvrir, dans notre programme, qui a été, ouvert depuis l'année dernière en septembre. Normalement, il y a pas de souci. Je vais laisser mon coordonnées, mon email, dans le Ouais. chat. Comme ça, tout le monde pourrait me rapprocher si vous vous intéressez, vous souhaitez avoir une démo, vous souhaitez avoir une présentation, soit un développement, d'un réseau ou une relation partenariat. Enfin, bienvenue. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Super. Merci beaucoup, et il y a pas d'autres questions dans le chat non plus. Ah oui. Donc, Il y a une ah, question de une qui Joël. vient juste d'arriver à l'instant. Joël: est-ce que Scaleway est totalement compatible avec Terraform? Bien évidemment. Vous allez me dire, en fait, tous nos produits sont terraformisés. Même si vous trouvez quelques-uns qui sont sur console, avec une étiquette en jaune, heu, par exemple bêta, et cetera. C'est-à-dire, en fait, ils sont pour le moment, sur console en bêta publique,
mais potentiellement ce ne sera pas immédiatement se présent dans Terraform Community. Mais pour le moment, Skyway, c'est le plus grand, on représente le plus grand téléchargé, plus volumineux téléchargement en termes de CSP en Mmh. Europe. Mmh. Donc c'est vraiment incroyable. Oui, puisque ce que tu disais, c'est qu'on peut aussi changer de version de support à travers, avec Terraform. Donc, C'est ça, tout à vous êtes fait. allé jusque-là, quoi. Vous êtes allé jusque vous êtes dites à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, le but c'est il soit automatisable et qu'il soit en mode YAC, voilà. OK. Mmh, tout Donc à c'est fait. Tout est terraformisé. Ouais, nativement. Il y a pas de contrainte dessus. Ouais. super, impeccable. Est-ce qu'on a une question de dernière minute? Ah, il y a quelqu'un qui a envoyé le provider, Scaleway et via le registry, l'URL directement dans le chat. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en tout cas, c'était très clair, hein. Encore merci, Jackie. Merci encore à Scaleway pour votre temps. On a fait une belle présentation et c'était un sujet passionnant. En tout cas, on reste disponible, Jackie et moi. Vous pouvez n'hésitez pas à venir échanger si vous avez des questions sur ce sujet-là. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et vous allez recevoir le replay par mail. Merci à vous. Bonne continuation. À bientôt, Jackie. À bientôt, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir tout le Au revoir. monde. Au revoir tout le monde. Ah, peut-on Il y a une scaler le question à nouveau. J'espère qu'il y en a une question juste au dernier instant. Peut-on scaler alors attends, je vais la mettre en non. Ouais, Peut-on scaler le cluster Kubernetes avec des nodes chez un autre opérateur? très bonne question. En fait, on a non seulement notre solution capsule qui soutient les nœuds natifs de Skyway, donc c'est-à-dire les nœuds, les instances qui se trouvent dans VPC, mais aussi une autre solution qui s'appelle Cosmos. En fait, ça, c'est dédié pour une solution multi-cloud. En fait, vous trouverez potentiellement des nœuds, des instances chez Hyperscaler ou dans votre data center. Donc, sous, sous condition que en fait, des instances soient accessibles via Internet. Voilà, comme ça, donc, notre control plane, par exemple le Kube API, peut attaquer sur votre instance à distance. Donc, il n'y a pas de problème en fait pour cette solution. Oui, puis en plus, vu que vous ne facturez pas le trafic entrant et C'est sortant, ça. bah, on ne Voilà. dépasse pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, bien sûr. C'est compatible avec tous les autres Worker nodes, instances, chez les autres hyperscalers. En plus, de base, c'est du Cilium et tout, donc non, c'est chouette. Oui, c'est C'est ça, un bon cluster manager. tout à fait. Merci Il y a plus d'autres beaucoup. questions, je crois. Ouais, c'est C'est bon, on bon, est. c'est infini. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une dernière question. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Non, mais ça revient, c'est C'est vivant, assez vivant. Ouais. Cool. super. Eh ben, merci beaucoup. Au Merci plaisir. beaucoup. Merci Jessie, au beaucoup. plaisir tout le monde. Merci d'être venu. À Merci. bientôt. À bientôt. Ciao. Pas de souci, Vincent. Merci. Salut. Au revoir tout le monde.